Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 2 sujets, des coups de gueule, des coups de cœur, 4 invités. Le premier invité, c'est un nouveau, il s'appelle Michel Fize. Michel Fize, vous êtes auteur et sociologue. Et vous avez un nouveau livre qui s'appelle Septembre Noir et qui sort tout de suite là. Oui, tout à fait. Alors là, qui fait intervenir plutôt le politologue que je suis parallèlement. Vous êtes aussi, oui. Très bien, parfait. L'homme à multiples casquettes. Jacques Georges, bonjour. Vous faites partie des anciens de cette équipe. Eh oui, je fais partie des meubles maintenant. C'est ça, on va dire ça. Jolie commode. Oui, mais j'en suis très honoré. Hein. N'est-ce pas Samuel Lafont, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les spectateurs de TV Liberté. Merci. Et Éric Richermoz, à vous deux, c'est votre deuxième participation. Troisième pour Samuel. Bonjour Franck, bonjour à tous les spectateurs et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Allez, les sujets, c'est le nouveau gouvernement. On le voit plus. Est-ce qu'on a un Premier ministre On va parler de tout ça. Et le deuxième sujet, c'est la Russie qui est présentée comme un grand ennemi de l'Occident en général. Et je voulais qu'on examine ce sujet pour vraiment rentrer dans les détails et les fondamentaux. Le premier sujet, c'est... Enfin, il n'aura échappé à personne que depuis 2024, nous avons une foultitude de premiers ministres, de gouvernements qui se ressemblent beaucoup. Et là, on a eu la dernière pantalonnade en date. Un premier ministre qui met 3 semaines pour faire son gouvernement et le gouvernement tient 12 heures. Ça, c'est un record et c'est peut-être même un record mondial. Globalement, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi on en est là et quelles sont les voies de sortie. J'aurais plein de questions, mais j'ai un premier interlocuteur, c'est Samuel Lafont. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut voir, c'est que ça a surpris que Sébastien Lecornu, qui était annoncé comme une personne qui discutait avec d'autres partis politiques, qui était entendu, qui ne provoquait pas de haine particulière dans les autres partis politiques. Presque un politicien à l'ancienne, hein, oui, un peu madré. Ça. On le présentait presque comme Jacques Chirac, toutes choses étant égales par ailleurs. Un jeune vieux, enfin tout aussi, ça. depuis longtemps. Ouais. On expliquait qu'il pourrait discuter avec tout le monde, qu'il ne serait pas censuré. Finalement, 3 semaines pour avoir un gouvernement dans lequel il reprend l'essentiel des anciens, et on a plutôt l'impression d'avoir vu des enjeux partisans à l'œuvre plutôt que l'intérêt du pays. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai eu l'occasion d'en parler sur TV Liberté dans cette émission, c'est que le problème, c'est que Emmanuel Macron, en 2024, n'a pas supporté le résultat des élections européennes. Il a pris ça comme une claque. Il a surpris tout le monde en choisissant une dissolution. Contre son camp. Contre à peu près tous les avis de ceux qui l'avaient consulté. C'était totalement égotique. C'était pour lui, sa personne. Il a mal pris ce résultat-là. Il fait une dissolution. Derrière la dissolution, on a l'Assemblée telle qu'elle est, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire, je ne vais pas entrer tout de suite dans le mode de scrutin, mais avec des rapports de force qui ne permettent pas d'avoir une majorité absolue à laquelle la plupart des partis politiques en France sont obsédés. Voilà, ils veulent toujours la majorité absolue, ils ne veulent pas une majorité, ils veulent une majorité absolue. Et donc, il n'y a pas eu directement de majorité. Qu'est-ce qu'on a eu concrètement ces derniers mois ? On a eu un gouvernement de centre-droit, un autre gouvernement de centre-droit, et là, vous êtes en train de nous faire le récap, Samuel. Oui. C'est pas ça qui... Enfin, j'entends, hein, je vous remercie de le faire, mais la question maintenant, c'est l'après. Oui, c'est les scénarios de sortie. C'est est-ce qu'on doit aller vers une dissolution ? J'allais venir. Okay. En gros, le sujet maintenant, c'est que Emmanuel Macron avait toutes les cartes en main institutionnelles. C'est-à-dire qu'il pouvait très bien changer le système institutionnel en changeant le mode de scrutin, en mettant la proportionnelle. Pas besoin d'entrer dans les détails des proportionnels. Il suffit de voir dans les autres pays européens. Là, je parle à titre personnel, mais regardez tous les autres pays européens, sauf l'Angleterre. Ils ont des systèmes soit proportionnels, soit mixtes. Il pouvait le faire. Il ne l'a pas fait. Okay. Ça fait des années que Samuel, je vous coupe parce que la proportionnelle, c'est effectivement un serpent de mer, sauf que quand on retraite le résultat des élections législatives et qu'on refait ça à la proportionnelle, on a le décompte des voix, eh bien finalement on est sur la même assemblée. Je suis content que vous parliez de ça parce qu'en fait finalement ça changerait pas grand-chose. En fait ça change tout. Au contraire, ça change tout parce que la proportionnelle c'est un système. Il faut voir les choses de manière dynamique et non statique. En fait, on a un système actuel qui est totalement bloqué parce qu'il est anticoncurrentiel. Il est extrêmement difficile d'exister. Je pense que mon voisin à droite dirait la même chose. En fait, vous avez des grands partis qui dirigent, qui tiennent le pays. Longtemps, ça a été l'UMP et le PS. Il était très difficile. Je donne seulement un exemple. Très difficile pour les autres partis d'émerger. Le FN, en 86, proportionnel par département, fait un peu moins de 10%. Oui. Ils ont 35 députés. Oui. 35 députés. En 88, changement du mode de scrutin, on revient au scrutin dit majoritaire.
Même score, 9,80, quelque chose dans le genre, moins de 10. Ils ont un seul député, Yann Piac, qui part à l'UDF. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Parler d'il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'avec avec le même score, ils changent tout. Non, le mode de scrutin a des influences énormes sur le système de parti. Donc, juste pour terminer, Emmanuel Macron avait les cartes en main, il ne les a pas utilisées. Aujourd'hui, on ne voit pas trop ce que donnerait une nouvelle dissolution. Et malheureusement, on assiste à des guéguerres partisanes. On n'a pas trop bien compris ce qu'a joué M. Retailleau ces derniers jours. En tout cas, moi, je pense aux Français qui voient tout ce fou et ce bazar avec des élus. Et d'ailleurs, et je termine là-dessus, on a vu quand même des ministres qui ont failli toucher pendant 3 mois de salaire. Et ça a choqué énormément de Français. Oui, mais ça a été... Je pense pas que ce soit anecdotique. Oui, mais c'est une fausse polémique parce que globalement, la plupart ont dit que ce ne serait pas le cas. Et deuxièmement, le Premier ministre a dit qu'il en était même après pas coup, question. Parce qu'ils ont vu monter la politique de personnes qui risquaient de se gaver sur l'eau de Michel Fize. Je pense qu'il y a une chose essentielle à rappeler que l'on oublie très souvent, c'est que la Ve République repose sur le fait majoritaire. Le fait majoritaire au sens d'une majorité absolue, dessinant une opposition et une majorité. Et en clair, jusqu'à ces dernières années, une droite et une gauche. Donc 2 camps. À partir du moment où il y a 3 camps, le système électoral, même modifié, ne changerait pas fondamentalement les choses, parce qu'on resterait encore une fois dans ce système qui n'a de viabilité que si ce fait majoritaire est maintenu. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. Et il n'y a aucune bonne solution. Il n'y a que des mauvaises solutions, alors peut-être de plus mauvaises que d'autres, probablement. Mais il est vrai qu'une dissolution, si elle n'amène pas une majorité absolue pour le vainqueur, ça ne changera rien. Bon, même une élection présidentielle anticipée. Si une élection... C'est l'autre scénario. Eh oui, si une élection n'amène pas dans la foulée une majorité législative qui dégage cette majorité absolue... Ça, Michel, on peut s'assurer... Enfin, que le président de la République nouvellement élu, si Emmanuel Macron démissionne, fera des élections législatives dans la foulée pour essayer justement de profiter de l'élan. Sauf qu'on revient paradoxalement à la situation de l'après-guerre, le tripartisme. Oui. On a un tripartisme de fait, un bloc central, un bloc de gauche, un bloc de droite. Mais Michel, est-ce que la solution, c'est pas finalement le message qui est envoyé par les Français? Ok, il y a 3 blocs, mais entendez-vous, parlez-vous pour venir au-dessus, c'est-à-dire à un niveau de l'intérêt du pays. Non, ça c'est impossible parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que nous sommes dans un parti qui reste idéologique. Donc l'idée qu'a eue M. Lecornu et d'autres avant lui de prendre un petit bout chez les socialistes, un petit bout au Bloc central, un petit bout à droite, un petit bout au RN, ça ne peut pas marcher parce que chaque formation politique, et on peut comprendre, avance avec un programme global qui est un projet de société si on prend mais mais dans toutes les grandes démocraties européennes, c'est la même chose. Oui, mais non. Et pourtant, en Allemagne, ils arrivent à se parler, par exemple, et faire des coalitions. D'abord, c'est pas le même système électoral, pas le même système politique, et c'est pas la même culture. C'est une culture qui est moins idéologique que la nôtre. Quoi qu'on pense, d'ailleurs, c'est la déroute du macronisme aussi dans cette affaire, parce que la droite et la gauche sont toujours... C'est une déroute du macronisme et du président en lui-même. Donc moi, ce que je crains, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est blocage. On a une situation vraiment bloquée. Ok, je vais faire l'alternance. Ok, Jacques? C'est toi le chef. C'est moi, merci. Éric Richard-Mauss. Il y a plusieurs choses. Avancer le débat. Il y a plusieurs choses qui bloquent. Macron est un énorme problème. La majorité des Français veulent qu'il parte. Il faut qu'il démissionne. Il ne faut pas juste une dissolution de l'Assemblée nationale. Elle est absolument nécessaire. Donc, dans les pistes que vous pensez possibles, ce serait une démission quasi immédiate. En fait, vous êtes sur la position d'Édouard Philippe qui, il y a 2 jours, a dit Macron, en gros, je le traduis, prépare le terrain. Fait un Premier ministre juste budget, et qui est d'ailleurs un petit sujet qu'on va aborder, et en gros, derrière ça, il dit je démissionne, et il y a des élections présidentielles d'ici 3 mois. Là, on ne peut pas avoir un gouvernement... Ça vous semble être une solution? Mais il faut qu'il parte, soit qu'il y ait une destitution, mais il faut qu'il dégage, et dans la foulée, évidemment, une dissolution de l'Assemblée nationale pour avoir un nouveau président qui ne bloque pas les institutions comme c'est le cas actuellement et une nouvelle élection législative. Rien ne dit qu'on aura un président de la République et une majorité en accord. Le statu quo est catastrophique, sachant qu'Emmanuel Macron n'en fait qu'à sa tête. Après, il avait décidé de ne pas nommer de Premier ministre pour les Jeux Olympiques, etc. Il ne joue pas du tout le jeu des institutions. Et normalement, le primat du président de la République dans la Ve République, et c'est des pouvoirs énormes pour le président, à condition d'être légitime. Et il est illégitime, en particulier. Il a compris qu'il était légitime depuis les dernières élections européennes. C'est pour ça qu'il a dû dissoudre. Il faut qu'il s'en aille. Richard Mauss, il y a
Ok, on va dans ce sens-là. Le président de la République actuelle, qui en a théoriquement pour encore 1 an et demi, démissionne rapidement. Est-ce que ça ne crée pas un précédent qui va endommager la position du prochain président? Parce qu'il est possible, on sent qu'il y a une tendance quand même qui va vers Marine Le Pen présidente. Hein. On sent un truc qui est en train d'arriver. Est-ce que Marine Le Pen présidente va pas se retrouver avec le précédent Macron où à la moindre anicroche, il y aura des gens qui lui diront bah attendez, vous partez, c'est bon. Au contraire, le général de Gaulle, quand il s'est senti moins légitime suite au référendum perdu, 68. il est parti et c'est ce qui a fait en sorte de préserver justement la légitimité de la fonction présidentielle, puisque c'est le président a beaucoup de pouvoir, mais par contre, quand il a un désaveu du peuple, il s'en va. Et ben, c'est la logique de nos institutions. Même si la France a beaucoup changé depuis 60 ans. Absolument. Okay. Alors, très bien. Je voudrais juste peut-être avancer, Jacques, et vous faire réagir sur le sujet qu'en fait, il y a eu une sorte de Premier ministre qui n'a pas été essayé. En fait, on n'a pas essayé le Premier ministre de gauche. Et on n'a pas essayé le Premier ministre de droite, on n'a pas essayé Bardella d'un côté, et on n'a pas essayé je ne sais pas qui à gauche, Lucie Castet qui était sortie du chapeau de la gauche, ou le président actuel des socialistes. Vous ne pensez pas que ce serait une voie, ça? Moi, je souscris à ce qu'a dit Michel, c'est on est en blocage. On est en tripartisme, et donc ça, c'est le blocage. C'est incompatible avec la Constitution actuelle. C'est ça le problème. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est ça le problème de fond. Changeons de Constitution. C'est pire, voilà. C'est pire qu'en 88, la cohabitation Mitterrand-Chirac. C'est pire qu'en 97 avec la cohabitation Chirac-Jospin. C'est pire qu'en 2005 avec le référendum et le traité de Lisbonne. Tout ça, c'est pire que tout ça. Okay. Et donc, ça veut dire que c'est plus un problème politique, c'est un problème institutionnel, c'est une crise de régime. Et donc, à mon avis, l'essentiel de la discussion maintenant, c'est savoir ce qu'on fait de la Constitution actuelle. D'ailleurs, il y a à peu près 47% ou 48% des Français de part et d'autre. Ils sont divisés vraiment en deux. Ceux qui pensent qu'il faut une 6e République et ceux qui pensent qu'il faut amender l'actuelle. Mais il y a presque personne aujourd'hui pour penser qu'il faut rester comme ça. Oui, mais pardon, l'amendement d'une constitution ou une nouvelle constitution, ça demande des grandes majorités politiques qui s'accordent. Sinon, on est coincé dans la constitution. Mais on est coincé actuelle, de toute façon. On est en blocage de toute façon. Moi, je vois pas de sortie. Personnellement, je vois pas de sortie. Oui, mais pardon, c'est il y en aura une, mais elle sera pas agréable de toute façon. D'accord. Non, mais la sixième République. Ok. Fils et Samuel Lafont. La 6e République, ça peut être soit un choix idéologique. Bon, c'est le cas, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon qui a organisé un scénario qui passerait d'ailleurs par la désignation d'une assemblée constituante qui ne serait pas composée des députés actuels, mais d'autres personnes. Oui. Et puis, il y a une réponse qui est la mienne en termes d'efficacité politique. Pour moi, la 6e République n'est pas une alternative, c'est une obligation aujourd'hui. Voilà. Il faut rappeler que les constitutions, c'est comme beaucoup de choses, sont périssables, comme n'importe quelle denrée. Voilà. Donc cette 5e République a rempli son office, je crois. Alors, il y a quelque chose auquel les Français ne pensent pas. Le cœur du problème, c'est l'élection d'un homme ou d'une femme donc au suffrage à la majorité direct. Oui. Voilà. Moi, je crois que c'est ça dont il faut se débarrasser, parce que ça les rend fous ou ça les rend folles, peu importe. Oui. Voilà. On voit bien que tout le blocage aujourd'hui, il est alimenté aussi par le fait que chacun pousse ses pions, mais pas trop loin pour ne pas risquer. Oui, pardon, Michel, voilà. Moi je veux bien, mais si on est élu plus le président au suffrage direct, on se retrouve dans un truc à la 4e République ou à l'italienne, où le président de la République est une sorte de plane un petit peu au-dessus des événements, et soit il inaugure les chrysanthèmes, soit il est un arbitre ultime en cas de... La Constitution, il faut de toute façon un nouveau président. Il faut, quel que soit ce qu'on souhaite faire, ce que les Français souhaitent faire en termes constitutionnels, que ce soit une évolution de la 5e ou une 6e, il faut de toute façon un nouveau président, une nouvelle élection présidentielle avec des choix stratégiques clairs et des choix constitutionnels clairs, parce que là, sinon, on va faire du surplace pendant plus d'1 an et on va continuer à s'appauvrir, on va continuer à ne rien pouvoir faire et à laisser le pays dans une situation catastrophique. Ça veut dire, alors, j'arrive vers vous. Il faut ça veut dire le truc. Ok, donc vous êtes toujours sur votre principe, Macron démissionne, nouvelle élection présidentielle. Mais ça veut dire que ce président doit s'engager
à dire, voilà, si vous votez pour moi, c'est pour aller vers une 6e République dans telle et telle condition. Ou en tout cas, Parce qu'autrement, on risque de se retrouver dans le même blocage. Je crois qu'on met... Samuel Lafont. Je crois vraiment qu'on met la charrue avant les bœufs, pour reprendre les différents éléments. Alors, effectivement, nous, sur Reconquête, on demande la démission d'Emmanuel Macron, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il a depuis longtemps toutes les cartes en main pour utiliser les institutions de la 5e République. Il n'a pas voulu les utiliser. Le référendum... Est-ce qu'il a fait des référendums? Il a promis des référendums, il ne les a pas fait. Il a fait des promesses institutionnelles durant ses campagnes, notamment avec la proportionnelle. Il ne les a pas mises en place. Pourquoi je dis qu'on met la charrue avant les bœufs? C'est parce que, vous disiez vous-même tout à l'heure, c'est peut-être ce que veulent les Français quand on parle du tripartisme. Et de fait, on est le seul pays européen, avec l'Angleterre, à se dire, en fait, on a un système, on doit le conserver, et puis, même si ça bloque, et on n'écoute pas ce que disent les Français. Les Français, ils ont envie, avant tout, c'est un des rôles de l'Assemblée, je rappelle, l'Assemblée, c'est représenter, contrôler, et légiférer, contre le gouvernement et légiférer, représenter. Nous, on est obsédés actuellement par le fait d'avoir une majorité, quand bien même cette majorité est tout à fait artificielle. Pourquoi on en est dans cette situation-là? C'est parce qu'on a une véritable situation schizophrénique, où on a une assemblée qui n'est pas vraiment représentative, avec une normalement qui devrait être plus à droite que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça devrait être plus simple de s'allier à droite pour créer un gouvernement. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui des possibilités qu'affiche Sébastien Lecornu et d'autres d'avoir un Premier ministre qui serait de gauche ou de centre-gauche. Mais en fait, il faut rappeler qu'il représente 30% de l'électorat, maximum. Alors ne parlons même pas de Lucie. Mais alors on prend le scénario, Sarah Knafo est désigné Premier ministre demain. Puisqu'il ne veut pas essayer à gauche, il veut bien essayer à droite. Sarah Knafo devient Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut lui demander si elle accepterait, mais moi, je pense qu'elle accepterait. Ça ne se refuse pas. Mais pourquoi? Mais simplement parce que nous, on veut être au pouvoir pour avoir des résultats pour les Français. Sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur tous les sujets. Et donc, concrètement, il faut arriver à avoir des points d'accord. Et c'est là ce que font tous les autres pays européens. Vous parliez tout à l'heure de... Vous n'avez pas dit le mot, mais le mot, c'est compromis. C'est compromis. Voilà. C'est-à-dire, vous avez des points majeurs d'accord. Parfois, il y a des critiques vis-à-vis du RN ou d'autres partis à droite, la LR. Mais si on peut se mettre d'accord sur l'essentiel, vous savez que même à gauche, la plupart des Français veulent arrêter l'immigration. Mais c'est-à-dire qu'ils veulent arrêter l'immigration. Ils ont des positions contre l'immigration qui sont plus dures que les LR. Donc on peut arrêter l'immigration rapidement. Sur la sécurité, les Français voient très bien qu'il y a un problème au niveau de la justice et que quand bien même vous avez parfois des criminels qui sont condamnés assez fort, le problème il est au niveau des délits et vous avez des délinquants de tous les jours qui embêtent les Français. Donc il faut se mettre d'accord. Ce qui se fait dans les autres pays en fait européens, c'est des accords sur les sujets majeurs. Et évidemment, il y a des désaccords. C'est la démocratie. Mais on doit agir concrètement pour les Français. Et là, j'ai l'impression qu'on est en haut, on est au-dessus de ce qui se passe réellement dans le pays. Est-ce que vous me feriez la même réponse si demain, c'est un Premier ministre de gauche qui est désigné? Alors, il faut faire des compromis, et donc la droite, quelle qu'elle soit, doit lâcher du lest. Si c'est un Premier ministre de gauche, le problème qu'on va avoir, c'est cette schizophrénie, c'est-à-dire qu'on va avoir à l'Assemblée des gens qui vont essayer de discuter sur des sujets qui sont impopulaires dans le pays pour lesquels les Français n'ont pas voté. Donc je pense qu'un Premier ministre de gauche, il aura vraiment du mal à avancer, à part par des propositions démagogiques, mais ça ne pourra pas tenir. Le fait est, c'est que le compromis en France est considéré comme une compromission et un reniement. Donc ça ne peut pas marcher. On aura beau comparer avec tous les pays d'Europe que l'on veut, nous sommes en monarchie républicaine. C'est lié au mode de scrutin. Voilà. Et par rapport à ce que vous disiez sur la démission, j'ai écrit un livre d'ailleurs dont j'ai parlé ici même il y a un an sur le président Macron. Il faut savoir que le président Macron, c'est une réalité psychologique pathologique, donc qui est enfermé en lui-même dans ce que j'ai appelé la mégalothymie. C'est-à-dire que, par exemple, rêver d'une démission, c'est impensable. C'est impensable. Il ne démissionnera jamais, sauf s'il y a le feu sous le palais de l'Élysée, devant l'Élysée, peut-être. Voilà. Donc ça, c'est une décision qu'il ne prendra pas. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il fera exactement ce qu'il a envie de faire et il ne fera pas ce qu'on attend ou qu'on exige de lui. Mais ça, c'est pour le moment. Vous avez raison. C'est pour le moment. Mais vous savez, on dit que la folie, c'est reproduire sans cesse les mêmes choses. Et on en est là. On en est arrivé à un président qui, finalement, renomme des hommes qui portent des noms différents, mais qui, en réalité, ont la même politique. Non, mais je vais vous donner un exemple. On est arrivé au bout, là. Je continue de penser que le président Macron n'est pas un homme politique. Voilà, c'est un individu qui est perturbé pour toutes sortes de raisons. Voilà, et dont le seul réflexe est toujours un réflexe instinctif. Je vais vous donner un exemple. La nomination de Bruno Le Maire. Bon,
de l'extérieur, c'est une bourde politique majeure. Mais parce que nous considérons que Bruno Le Maire a failli dans sa mission. Bon, les 1000 milliards de dettes, elles viennent quand même pas, évidemment, du Saint-Esprit. Voilà. Mais pour M. Macron, Bruno Le Maire est un excellent ministre. Il dirait ce que disait Giscard d'Estaing. Autrement dit, il n'a aucun instinct politique, aucun instinct lié à... Bon. Non, il est épidermique. Michel, Jacques-Georges, parce que vous avez très peu parlé. Oui, là j'ai. On va prolonger le débat. Martyrisé là cette fois-ci, mais enfin c'est pas grave. De toute façon, il se trouve que je suis d'accord avec presque tout ce qui a été dit. Bah alors donc ça va. Donc on peut presque passer. Non, moi j'ai regardé un peu quelles sont les propositions de modification constitutionnelle qui sont dans l'air. Et je trouve que ça a un fort côté 4e République. C'est-à-dire, si j'enlève mes lunettes et je regarde un petit peu les notes que j'ai prises, plus de régime parlementaire, le Premier ministre, véritable chef du gouvernement, comme d'ailleurs dans la Constitution originelle de 58, la limitation du 49.3, ce qui est très risqué et très osé à mon avis, une dose de proportionnelle, voire la proportionnelle intégrale, le Sénat soit fusionné avec le CESE, soit carrément supprimé. J'ai regardé également le RIC, évidemment, le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, et la réforme du Conseil constitutionnel, en tout cas pour les gens de droite. Pour les gens de gauche, c'est pas tout à fait sûr. Mais donc ça, à mon avis, ce sont des sujets sur lesquels surtout la gauche a travaillé, et pas assez la droite, à mon avis. D'accord. Il faudrait qu'il y ait un point de vue de droite sur ces sujets-là. Pour faire avancer le débat, je vais vous parler de 2 échéances. J'annonce au réalisateur qu'on va dépasser de 5 à 10 minutes ce sujet-là, mais je trouve qu'on a besoin de le creuser. Il y a 2 échéances qui s'annoncent. Il y en a une dont tout le monde parle, c'est le budget, parce qu'il y a quelques jours avant de le rendre, et dans tous les cas, il faut qu'il soit voté, acté, avant le 31 décembre. Première échéance, et pour ça, il faut avoir un gouvernement et une assemblée. Première chose. Deuxième échéance dont personne ne parle, me semble-t-il, en tout cas pas assez, c'est Moody's et Standard & Poor's qui rendent, alors pour Moody's, c'est en fin octobre, le 24, et pour Standard & Poor's, c'est le 28 novembre, qui rendent des échéances qui risquent d'aller vers une dégradation de la note de la France. Dégradation, tout le monde s'en fout. Mais l'impact, c'est renchérissement du coût de l'emprunt. Bien sûr. Et donc là, ça coûte beaucoup plus cher. Je suis étonné que ce soit pas un motif d'union, ça, pour avancer rapidos. Ah ben oui, mais moi j'en parle à chaque fois. À chaque fois que je suis ici, je parle du déficit. On nous dit on grappille 40 milliards, c'est un effort insupportable. C'est insupportable, c'est pas possible. Or, il en faut 170. Il en faut même 200, à vrai dire. Il faut économiser 200 milliards alors que les recettes sont 350. Ça, c'est un problème insurmontable. Insurmontable en l'état actuel. Et pourtant, d'autres pays sont sortis de l'ornière budgétaire, le Portugal, la Grèce, l'Italie dans une moindre mesure, mais quand même. Ils sont passés par la diminution des dépenses, et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas en France. Oui, quels que soient les partis, d'ailleurs, y compris, peut-être sauf peut-être Zemmour. Moi, j'ai une petite sympathie pour Zemmour, mais en tout cas, au RN, c'est pas la tendance. C'est vraiment le sujet, effectivement, vous avez raison. Il faut une diminution des dépenses, et c'est quasiment un gros mot pour beaucoup de partis politiques en France. Mais honnêtement, soit par intérêt politicien immédiat, mais honnêtement, je pense que les Français, quand on regarde dans les sondages, ils savent très bien, ils le disent, qu'il faut faire des réductions de dépenses, ils le voient, ils ont l'impression qu'il y a des gaspillages, soit par manque de réflexion. Là, Sarah Knafo a proposé un plan de 63 milliards d'euros d'économie, avec notamment baisse ou suppression d'une partie de l'aide du public au développement, privatisation de l'audiovisuel public, enfin bref, on peut y aller, réserver les allocations sociales aux Français, on peut faire des économies. Et je pense aussi que c'est une critique majeure que font les Français aujourd'hui. Ils ont l'impression, c'est pour ça que je vous parlais des ministres qui risquaient de partir avec de l'argent gratuit en ayant travaillé ou pas pendant 12 heures, c'est qu'on leur dit faites toujours plus d'efforts. Nous, on a de moins en moins de reste à vivre. Il y a tout qui augmente. L'inflation sur l'alimentation, le logement qui est Mais tout le monde le vit au quotidien. Tout le monde le vit au quotidien. Tous, et en même temps, on a l'impression que l'État est incapable de réduire les dépenses et les collectivités de même. Et c'est ça qui est insupportable. Avec un niveau de service public qui diminue, c'est pour ça que c'est insupportable pour les Français de voir ça. On a l'impression non pas d'avoir Vous n'avez pas réagi à mes deux échéances, le budget et Standard & Poor's. Éric Richard-Mauze. Sur les agents de notation, c'est déjà
faut un petit peu désamorcer ça. Souvent, c'est quelque chose qui nous est dit pour faire peur et pour pouvoir accepter tout l'agenda que voudrait le MEDEF, etc. Ça peut faire partie d'une forme de manipulation. Déjà, il faudrait avoir la main sur notre monnaie, sur notre banque centrale, et pour cela, il faudrait déjà sortir de l'Union européenne pour être beaucoup plus souverain vis-à-vis des marchés financiers. Mais à part ça, concernant ces agences de notation, les agences de notation, les financiers, les grandes entreprises et tous les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité, ont besoin de stabilité et préfèrent même avoir un programme qui leur plaît pas trop, mais au moins avoir un petit peu de visibilité pour pouvoir se projeter dans l'avenir, plutôt que d'être dans une instabilité totale. Et ça, c'est une incitation à l'entente entre les partis politiques. De l'entente, pourquoi les partis politiques sont d'accord sur rien? Là, oui, il faut revenir au peuple. Oui, mais si dissolution, ça veut dire, d'ailleurs... Ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui le résultat de la dissolution. Dissolution, ça veut dire incertitude pendant encore 1 mois et demi. Eh bien oui, mais vaut mieux avoir une incertitude pendant 1 mois et demi. De toute façon, le résultat ne pourra pas être moins stable que la situation actuelle avec un ministre qui reste Premier ministre qui reste, un gouvernement qui ne reste que quelques heures. Donc le résultat ne pourra pas être pire en termes d'instabilité. On peut que avoir plus de stabilité. Peut-être que ça ne suffira pas. Et puis aussi que Macron s'en aille pour pouvoir tout remettre à zéro. D'ailleurs, vous savez que le gouvernement a donné comme instruction au préfet de réserver 2 dates en novembre pour d'éventuelles élections législatives, le 16 et le 23. Aussi peut-être un écran de fumée pour obliger les partis à s'entendre et que finalement il n'y ait pas de dissolution. Personne ne saura vraiment parce qu'honnêtement tout le monde discutait depuis lundi et personne n'arrivait vraiment à savoir ce qu'il y avait dans la tête de Macron. Non, mais ce qui est certain, c'est que, pourquoi je vous disais aussi tout à l'heure, quand on mettait la charrue avant les bœufs, c'est que Emmanuel Macron, il peut démissionner. Moi, j'ai pas de rêve personnel de la démission d'Emmanuel Macron, mais en fait, je dis pas qu'il va le faire, mais en fait, les Français le veulent qu'il démissionne. Il peut très bien le faire. La menace au précédent, attention, ça va créer un précédent qu'on entend ici ou là. Mais attendez, les institutions, elles vivent. Le pays, il vit. On n'est pas depuis 1000 ans de la même manière. C'est vrai. La Ve République, elle a énormément évolué. Le texte de la Constitution, il est plus du tout exact à celui de 1958. Est-ce que je peux faire... Juste pour terminer, on parle de problème de blocage institutionnel. Il n'y a pas besoin de changer la Constitution. Et encore une fois, je vais revenir là-dessus. Mais sur le référendum, le président, il peut faire des référendums. Ça a été prévu comme ça. Le mode de scrutin, c'est une loi simple en France. Historiquement, en France, on a choisi de ne pas mettre le mode de scrutin dans la Constitution. Donc tous ceux qui vous disent... Moi, à titre personnel, je suis pour la proportionnelle, mais tous ceux qui vous disent que c'est compliqué, j'ai envie de dire aux spectateurs... Mais il faut une assemblée pour voter, ce texte proposé. Les Français sont il y a une majorité dans les partis à l'Assemblée aujourd'hui pour dire qu'ils veulent une proportionnelle. Tous ceux qui vous disent qu'on ne peut pas changer le mode de scrutin vous mentent éhontément. On peut le faire. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on vous dit qu'on entre dans les détails, c'est pour pas aller sur le sujet. Au fond, en fait, le proportionnel, il y a soit l'intégrale niveau national, soit il y aura de la départementale, soit régionale. C'est tout, mais on peut le faire. Et toutes les questions de seuil derrière ou le système qu'avait même proposé Yann Braun-Pivet, et ben en fait, c'est des systèmes qui n'existent pas ailleurs. Ailleurs, c'est très simple parce qu'il faut un système, et je termine là-dessus, il faut un système qui soit lisible et qui ne fasse pas une construction complètement artificielle, ridicule. Est-ce que je peux... Jacques-Georges, d'abord, et vous aurez le mot de la fin, Michel. Jacques-Georges. Moi, je crois qu'un des problèmes fondamentaux du français, c'est qu'il considère que l'État, c'est l'État, et eux, c'est eux. Donc, la dette de l'État, ça concerne les politiques, ça ne nous concerne pas nous. Et malheureusement, quand il va falloir passer à la caisse, c'est-à-dire payer 100 milliards d'intérêts par an. C'est le chemin qu'on prend, c'est après-demain. Bien sûr. Déjà, je vous signale 100 milliards, ce qui serait le premier budget de l'État. La Grande-Bretagne est déjà à 120 milliards pour une dette inférieure en pourcentage du PIB. Donc, on va aller... De toute façon, c'est pas compliqué. Quand les taux seront à 4 fois 3, 12, ça fait 120 milliards par an. C'est pas compliqué. Ça, quand on va en être là, à ce moment-là, les Français vont arrêter de faire de la littérature ou de baratiner. Il va falloir payer. C'est les politiques. Il va falloir payer. Et quand on aura 120 milliards à payer d'intérêts par an, on n'y arrivera pas. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, c'est là que il y aura plus de littérature, il y aura plus de baratin. Là, on va arriver à l'étiage. Là, on va arriver au vrai problème. Oui, mais c'est quoi le scénario ? Si vous dites on peut pas payer, la France fait pas faillite. Par définition ? Non, elle ne fera pas... Parce qu'en plus, attention, elle ne fait pas faillite. Il faut, le jour où... Vous savez, j'avais présenté il y a quelques années un bouquin qui a été publié il y a 15 ans de Jaffray, qui expliquait le jour, qui s'appelait « Le jour où la France a fait faillite ». C'est un bouquin qui date de 15 ans au moins, ou 20 ans, qui expliquait ça dans le détail. On va y arriver à nouveau. Il faut que... D'ailleurs, ce bouquin ait été réédité. On va y arriver. C'est expliqué dans le détail.
Et je peux vous dire que ça veut dire que dès le lendemain, ou peut-être la semaine prochaine, les fonctionnaires ne sont plus payés, les retraites ne sont plus payées ou sont payées avec retard. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc on se retrouve Tout est dans bloqué. une situation à Évidemment, la le grecque. PIB s'écroule. Oui. Et on est dans un scénario grec très aggravé. Et on va, à mon avis, Donc ça veut on y dire, va. attendez, On y c'est va. pas juste la Grèce. Et Michel, vous allez clore le débat. La Grèce, c'était, il n'y avait plus de médicaments pour soigner les cancéreux. Hein. Il y a Bien plein sûr. de gens qui sont morts Mais on y va. à cause de ça. Hein. Et on y va. La Grèce s'en est sortie, mais entre-temps, ça a mis beaucoup de gens sur le carreau. On y va, sauf si on reste dans l'euro, parce que mon collègue, lui, il est Là, vous avez de partisan grosses sortir différences. Là, c'est ouais. une énorme différence. Si Ouais. on reste dans l'euro, ça sera douloureux, mais pas trop. On n'en crevera pas. Si on sort de l'euro, ça sera en plus la mort définitive. Au contraire, si on avait notre monnaie, on pourrait ne pas emprunter Alors, indépendant des marchés financiers. On va pas débattre là-dessus. Celui qui clôt le débat, parce qu'on a plus de 10 minutes d'écart, c'est Michel Fize. Michel. La première chose, c'est que il faut comprendre que les choix budgétaires chez nous ne sont pas des choix comptables. Ce sont des choix qui correspondent à des projets politiques. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir entente. Hein, c'est impossible. Donc, au mieux, je pense, on aura la fameuse année blanche. Donc, on va reproduire effectivement pour l'année prochaine le budget qui a été voté précédemment. La deuxième chose, il faut sortir d'une grande hypocrisie. Évidemment, on ne remboursera jamais 3 400 milliards. Il ne s'agit Jamais. pas de ça. Il Voilà. s'agit des Mais intérêts annuels. Hein. On paiera les intérêts annuels, c'est Oui. vrai. Oui, mais il y a comme toujours l'idée que cette dette, il faut la rembourser, Non, ça, au moins la résorber. C'est là où il y a la différence entre un ménage qui emprunte pour acheter sa maison et qui doit rembourser la maison et un État qui roule finalement sur une dette dont il ne rembourse que les intérêts. Qui roule s'il y a des prêteurs. Il y a des prêteurs, bien sûr. Non, Et quand il n'y a plus de prêteurs, s'il n'y a plus de prêteurs, on ne peut même pas rouler. Bon, on va clore le débat là. J'ai pris 11 minutes de plus, mais je sens bien que je pourrais presque faire l'heure dessus. Néanmoins, il y a un sujet qui m'importe. On se retrouve dans quelques secondes pour parler de la Russie et du type d'ennemi ou pas que c'est pour nous. À tout de suite. La Russie apparaît comme l'ennemi. Alors, on va dire, la doxa fait que la Russie, c'est l'ennemi de l'Occident, encore plus depuis l'invasion de l'Ukraine, mais en fait, ça date de l'URSS au minimum. Bien. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce qu'on est intoxiqué ou est-ce que finalement, la Russie, il y a des éléments, et moi j'ai fait, en préparant l'émission, j'ai fait une colonne des oui et une colonne des non, hein, pour essayer d'avoir les deux arguments. Le premier qui commence à parler c'est qui? C'est Jacques. Ah oui, Jacques. Oui, moi j'ai fait la même chose, j'ai fait la colonne... D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, je commençais par dire que apparemment, hein, d'après ce que j'ai lu, les Français pensent majoritairement, quand je dis majoritairement, c'est 80% pensent que la Russie est une menace. Et 40 et plus 45% environ pensent que c'est une menace grave. Mm-hmm. Okay. Donc ça veut dire quand même que la grosse caisse fonctionne très bien. Mais la grosse caisse, c'est quoi? C'est de l'intox. L'intox, bien sûr, oui. enfin, à mon avis. Bon, je voudrais simplement... Pour quelle raison, alors? Je vais être très court, hein, mais je vais simplement... Ça m'inquiète quand vous commencez comme ça. Non, je vais donner des chiffres. Je vais pas donner des chiffres de PIB, oui. de dépenses militaires et de bases militaires. Passionnant. Voilà. Alors, je vais les donner pour les États-Unis, oui. pour l'Union européenne à 27 okay. et pour la Russie. Très bien. Hein? Après, il ne devrait plus y avoir besoin de discussion. Vous avez 9 chiffres à nous donner. Le PIB, USA, 29 000 milliards de dollars. Hein, okay. Oui. 29 000. L'UE 27, 23 000. La Russie, 2100. Oui, ok. Donc la Russie... 29, 23, 2. Voilà, 29, 23, 2. Okay. Les budgets militaires, 900 milliards américains. Mm-hmm. 370 pour l'UE 27, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas du tout une petite puissance militaire, et 130 pour la Russie. Et encore, c'est un chiffre récent parce que il y a encore quelques mois, moi j'avais lu 60.
Hein. Oui. Maintenant, Sachant que la Russie on est à consacre 130. 50% de son budget, pas de son PIB, hein, Oui, oui. 50% de son budget Oui. aux dépenses militaires. Ah, bien sûr. C'est gigantesque. Et c'est même... Bon, la France c'est- arrive à peine à 1% ou à 2%, je crois. Même. Oui, 2%, absolument, bien sûr. L'objectif étant de 3. Hein. Et alors, Pas de les budget. bases Voilà, militaires, c'est croquignolesque aussi. 800 pour les USA, 800, dont dans 177 pays. Oui, Les États-Unis, l'UE 27, 40. oui. Et la Russie, 21, tous dans les pays périphériques. Bon, pour moi, ça clôt le débat, parce que même si la Russie avait l'intention d'être méchante, elle n'en a pas les moyens, et elle est déjà exsangue. À mon avis, elle est exsangue. Merci, je l'avais noté dans la colonne des noms, je suis comme J'ai vous. beaucoup de choses à dire, mais Ok, qui suit Samuel. Moi, je peux comprendre qu'une partie des Français se sentent menacés, surtout après ce qu'ils ont entendu dans les médias pendant des mois et des mois. Et on sait très bien que Emmanuel Macron s'en est servi à fond pendant la dernière campagne présidentielle pour ne parler plus que de ça, qu'il n'y ait plus de débat dans les derniers mois, dernières semaines, et puis être réélu encore par défaut. Et lui, s'en est bien sorti, mais effectivement, il a joué à fond la peur. Après, moi, si on regarde... sur le temps long, parler d'ennemis. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il faut toujours réfléchir à... On a des ennemis, anciens ennemis, l'Angleterre, l'Allemagne, qui finalement sont des alliés. Donc c'est pas de tout temps. On peut avoir Bien sûr. des alliés, des concurrents, des ennemis. La France a etc. été alliée à la Russie du temps des tsars pendant très Absolument. longtemps. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut penser à la suite. Troisième point, j'ai envie de dire, sortons un peu, on a enfin un focus là-dessus actuellement. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est est-ce qu'on a les mains, est-ce qu'on peut agir? Parce qu'on sait qu'il y a le théâtre d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il est ridiculisé. Je vous refais pas ce qui s'est passé avec Donald Trump où la chaise a été retirée, où systématiquement il est ridiculisé. Il fait semblant, lui, à titre personnel, de peser sur le débat. La réalité, c'est qu'il pèse pas sur le débat. En revanche, il y a quelque chose sur lequel on a la main, sur lequel on peut agir, et on n'en parle jamais en politique en France. Allez-y. C'est l'influence culturelle de la France dans le monde entier. On fait des focus sur les zones de guerre à tel ou tel moment, mais on ne pense jamais à ce qui se passe ailleurs. Mais là, c'est le soft power. Le Ah, mais soft power c'est- ne préserve pas d'une guerre. Mais c'est essentiel Oui. pour préparer la suite, parce que là, encore une fois, on a Emmanuel Macron qui s'agite. Moi, j'ai envie, regardez ce qui s'est passé en Afrique. Pendant un moment, on était persuadé d'être dominant en Afrique, on avait des bases, etc. On a dépensé énormément. Finalement, au détriment de nos militaires, on a été un peu chassés comme des malpropres. Moi, j'ai envie de penser simplement, je cite quelques exemples. Qu'est-ce qu'on fait actuellement pour peser dans les esprits en Amérique du Sud? Qu'est-ce qu'on fait actuellement pour peser dans les esprits en Corée, au Japon? Pour moi, Samuel, excusez-moi. c'est le temps long. Pour moi, c'est le temps long. Alors, dans la colonne des oui, Oui. il y a quand même un fait, c'est l'attaque de l'Ukraine. Oui. Oui, Mais on n'est pas en Ukraine, Personne- ukrainien. Personne Ok. ne discute ça. Personne ne discute de ça. Très bien. Deuxièmement, il y a le passé expansionniste de l'URSS et même de la Russie. Ce qui s'est produit peut se reproduire à nouveau. Vous êtes quand même en train de glisser du sujet « la Russie est-elle une menace ?» vers « la France n'en fait pas assez ». Il y a quand même une question qui est posée. Et dans la colonne des oui, il y a quand même des éléments importants. La question, c'est la menace. Pour qui exactement? Jusqu'où? Oui. Il y a des discussions. Là, vous savez très bien qu'il y a des discussions avec les États-Unis en ce moment. Moi, vraiment, je reviens là-dessus. Vous allez dire que c'est pas fondamental, mais j'invite tous les auditeurs à s'intéresser à ça. On est en train de perdre du terrain. Je donne un seul exemple. La France est un modèle pour des pays étrangers, comme par exemple le Japon, qui est à nouveau à la mode après que la Corée était à la mode. On est un modèle. Vous savez que chez les plus de 50 ans au Japon, la France est encore un des pays majeurs dans le monde. Maintenant, on est dépassé par l'Italie. Chez les jeunes générations, la France, elle passe après l'Italie. Et ça va être pareil en Corée, ça va être pareil partout. Alors, quand plus personne voudra apprendre le français, quand plus personne trouvera que ce qu'on fait, c'est génial, donc nos industries, elles fonctionneront moins bien, parce que quand on a une bonne image, c'est plus facile de vendre du luxe. Je fais juste de la fiction. On fait de la fiction. Il reste 3 minutes, il y en a deux qu'on va pas Imaginez que demain, Hermès est dépassé par Ferragamo. Imaginez que demain, Hermès soit dépassé par Ferragamo. Je pense qu'il y a de la marge. Oui, mais c'est possible. Ouais. Et en fait, on est vraiment en train de... Là, Gucci, plutôt. on a Emmanuel Macron qui est en train de faire son théâtre, qui n'a aucune influence. Et ce sur quoi on peut avoir une influence, eh bien, on n'agit pas. Alors, Là, la Éric menace russe prétendue, elle est mise dans la tête des Français par Emmanuel Macron, par Ursula von der Leyen, etc. On nous parle d'ogre russe à nos portes. Oui. Elle est complètement artificielle et elle sert l'agenda d'Emmanuel Macron parce que ça lui permet d'éviter de parler de tout un tas de sujets nationaux. Mais et vous ça sert à créer un État européen puisque mais là, Éric, vous l'Union- oubliez Lituanie, Estonie, donc les Mais c'est pas Pays-Bas. nos intérêts. Nos intérêts ne sont pas les mêmes que les Baltes. La France, avant la guerre en Ukraine et même encore aujourd'hui, est l'un des Donc la premiers Pologne, employeurs. non. On a beaucoup de business en Russie, moins aujourd'hui, mais encore
encore aujourd'hui. Auchan est le premier employeur étranger là-bas. On a intérêt en France, notamment vis-à-vis des États-Unis et des autres continents, on a intérêt à importer un gaz pas cher de Sibérie. Donc ceux qui gagnent à tout ça, c'est ceux qui veulent dissoudre la France de l'Union européenne, ou alors les États-Unis ou les autres qui veulent nous vendre leur gaz liquéfié hyper crade, hyper cher. On n'a jamais été autant saigné. Notre industrie perd de tout ça. Ceux qui y gagnent, c'est essentiellement les États-Unis. On n'a pas les mêmes intérêts. Les intérêts français ne sont pas les intérêts polonais. Les intérêts français ne sont pas les intérêts ukrainiens ni baltes. Notre intérêt est différent. Notre intérêt est de s'entendre avec plein de pays dans le monde, dont la Russie, dont l'Inde, sans être naïf. Mais on n'est pas menacé directement. On n'a pas de région française avec des minorités russes qui sont menacées par un irrédentisme, etc. Nous, on a vocation à travailler avec eux parce qu'on a besoin de gaz et ils ont besoin de notre luxe, de nos voitures, etc. Très bien. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, mais on va donner la parole à Michel Fize. Alors, je rejoins tenir tout ça en 2 minutes. Ce que tu viens de dire, il y a eu une fabrication de la menace russe par Emmanuel Macron pour des fins psychologiques personnelles. Oui. Encore une fois, cet homme... Oui, mais pardon, Macron n'est pas le seul. Si, à la limite, au sein de l'Europe, il n'y avait que Macron dans son petit fortin qui disait « les Russes sont méchants » et les Allemands diraient autre chose, les Britanniques, Parce qu'il y a, mais il y a tous les pays baltes. Les Finlandais et les Suédois, ce qu'ils ont fait, c'est inouï. Ils remettent en place le service militaire alors que... Oui, mais encore une fois, Emmanuel Macron a conditionné tous nos partenaires européens pour les remettre dans l'idée qu'on avait une menace russe à nos portes et qu'il fallait donc se repréparer, se réarmer, etc. Tout ça vient d'Emmanuel Macron. Donc, ce qui veut dire que la France a quand même de l'influence. La Russie, c'est à 3000 km. Voilà. Alors, la deuxième chose... Ça vient de Macron, ça vient surtout de l'OTAN. Hein. Voilà. La deuxième chose pour compléter ce que disait Jacques tout à l'heure sur la faiblesse réelle russe, c'est qu'en réalité... Je l'ai écrit d'ailleurs dans un livre qui s'appelle « Une guerre sans fin ». Je pense que la Russie est embourbée dans le conflit avec l'Ukraine. Pour moi, c'est un nouveau Vietnam. Voilà. Donc, je pense que la Russie a d'autres chats à fouetter que de porter la guerre en dehors de l'Ukraine. Alors évidemment, il peut y avoir les pays baltes, etc., parce qu'il y a toujours cette volonté à la fois qui est soviéto-tsariste. De reconstituer les possessions d'avant. Absolument. Moi, je veux dire une chose pour aller exactement dans ce sens-là. La Russie n'a pas les moyens de sa taille. Et tant que la Russie restera le plus grand pays du monde avec 144 millions d'habitants qui n'ont pas la puissance, ils seront menacés et on sera en tension permanente et ça va durer effectivement des décennies. Bien, le remède à ça, ce serait quoi? Parce que réduire la taille de la Russie... Il n'y a pas de bonne solution. Vendre la Sibérie à la Chine. On finira par casser la Russie en morceaux, je pense, ou la rendre chinoise. Oui, ça oui. D'accord. Ça, je pense. Ça, c'est une grosse menace du basculement de la Russie vers la Chine. N'a pas les moyens de sa taille. Voilà, si je résume. Okay. De toute manière. Alors, ce sera le mot de la fin, Samuel. Il faut rester serein pour prendre de bonnes décisions. Je rappelle quand même qu'en 2022, il y a des gens qui nous expliquaient que des chars allaient arriver dans Paris. Je rappelle ça. Moi, j'ai une amie qui m'a dit ça. En 2022 Oui, pendant la campagne. Je pensais que vous parliez de 1980. Pendant la campagne. Effectivement. Non, c'était du même ressort d'ailleurs. Et en fait, je disais juste à une amie, mais tu sais combien ça met de temps pour avancer un char? Il faut de l'essence, il y a des ressources, la logistique, il y a des gens qui disent non quand il passe. On est arrivé dans un délire, et là, c'est inacceptable pour le politique de surfer sur ce genre de discours. Oui, il faut regarder les menaces dans le monde en face, mais il ne faut pas propager. Et effectivement, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, il y a des chaînes, certains médias qui ont entretenu des Français, qui ont profité de cette peur légitime pour embrigader les Français. Et ça a été inacceptable. Il est normal d'avoir peur d'avoir une nouvelle guerre parce qu'on avait, depuis 1945, grosso modo, on a fait en sorte de ne pas avoir de guerre sur notre sol. Mais il est inacceptable que le politique se serve de ça pour contrôler des esprits. Merci beaucoup. Fin de ce débat-ci. Merci messieurs. On passe dans quelques secondes au coup de gueule et au coup de cœur. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, les coups de gueule et les coups de cœur. Alors là, on va faire un premier tour sur tous les coups de gueule et on finira par les coups de cœur. Et c'est Michel Fize qui a un coup de gueule. Sur quoi, Michel? Alors moi, je voudrais vous parler des morts pour rien.
Alors évidemment, déjà les 1 à 2 millions de morts soldats en Ukraine et en Russie, mais surtout les civils. Alors je vais simplement donner quelques chiffres. 67 000 Palestiniens donc tués à Gaza, dont plus de 18 000 enfants, 167 000 blessés et plus de 10 000 personnes portées disparues sous les bombardements. En Ukraine, 14 000 civils tués, dont 700 enfants, 35 000 blessés, dont plus de 2 000 enfants. Voilà, donc c'est une série de chiffres qui montrent que quelque part, le monde n'a toujours rien compris. Ça, c'était votre coup de gueule. Tout à fait. Ultra rapide et très pertinent et percutant. Merci beaucoup, Michel. Jacques-Georges. Eh bien, mon coup de gueule, je vais le diriger contre mes amis. Ceux d'en face, là, les affreux... Un petit peu toujours trentenaires. paradoxal, je suis toujours coupé en deux, moi. Mais c'est vrai que j'écoute Asselineau, j'écoute Philippe de Villiers, j'écoute toutes sortes de ce qu'on appelle les souverainistes. Ouais. Et je les désapprouve en profondeur, mais là, il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec eux, c'est sur l'Europe. Je ne crois pas que le Frexit serait vraiment un désastre. Et je vais vous dire pourquoi. En démographie, je ne pense pas que nous soyons sauvés par le Frexit, même grâce à Mayotte. En immigration, je pense pas que ça ira mieux sans Schengen, comme l'a montré l'exemple des plombiers polonais façon Grande-Bretagne. C'est un échec total et une risée triste. En économie, je ne pense pas que notre économie se portera mieux du fait de ne plus avoir à supporter les traîtrises de ces salauds d'Allemands qui pensent à eux alors que nous, on pense à tout le monde, on est plus généreux, naturellement. Je ne pense pas qu'en finance, tout ira mieux sans l'euro. Au contraire, je pense que sans l'euro, c'est le désastre assuré et à mon avis, presque irrémédiable. Je ne pense pas que l'électricité soit moins chère du fait qu'on adopte l'attitude espagnole. Je ne pense pas que notre diplomatie sera davantage écoutée, nous qui sommes moins de 1% de la population mondiale. Je ne pense pas qu'on va gagner beaucoup à sortir de l'Europe. Je pense que tout ça, c'est de la pure démagogie. C'est très léger, je dirais c'est léger. Voilà. Et ça oublie l'essentiel, à savoir que nous sommes Européens et que l'Europe est notre destin. Voilà. Et ça dépasse toute considération. Merci. Alors je sais, j'en vois un qui doit bondir dans son fauteuil, mais il n'a pas le droit de trop répliquer. Samuel, votre coup de gueule. Ouais, c'est un coup de gueule, un coup de projecteur sur ce qui se passe à Gravelines, dans le Nord, où vous avez des migrants, entre guillemets, donc des immigrés clandestins, qui pourrissent la vie des Français. Là, on est dans le Pas-de-Calais. Absolument, au quotidien, qui leur pourrissent la vie, dans le 59. Dans 59, ouais. OK. Qui leur pourrissent la vie au quotidien. Et on voit que l'État ne fait rien. On a vu des choses qui n'étaient jamais vues auparavant. On a déjà vu des caillassages de voitures qui passent sur les routes. Là, on voit des immigrés clandestins qui transportent des bateaux, qui vont même piquer parfois des bateaux. Apparemment, il y a eu des vols dans des maisons alentours pour aller les utiliser, pour aller faire la traversée de la Manche. Et là, l'État ne fait rien. Avec Reconquête, on a lancé une mobilisation, on a une pétition en place, on va faire des tractages sur place, mais il faut que le préfet réagisse et donc que l'État agisse et se prononce là-dessus parce qu'il est inacceptable de maintenir cette situation d'insécurité qui s'aggrave de jour en jour pour les habitants de Gravelines. Merci. Éric Richard-Mos, votre coup de gueule, c'est quoi? Je voulais faire mon coup de gueule sur Chat Control, qui est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça, Chat Control? Chat Control, c'est au niveau européen quelque chose qui va être adopté, qui va faire en sorte que toutes les messageries privées, y compris cryptées comme Signal, comme WhatsApp, etc., pourraient avoir un scan de tout ce qui est envoyé avant que ce soit crypté. Donc en gros, c'est comme si quand on envoyait un courrier par la poste et qu'elle était ouverte par le facteur et ensuite refermée et envoyée. Ce qui serait une catastrophe qui poserait de grandes failles de sécurité, qui montre à quel point... il faut absolument s'y opposer. Ça pose des problèmes de failles de sécurité. Mais je vais faire aussi un autre coup de gueule, puisque pour répondre à vos collègues... Moi, je suis un double... Je suis comme ça. Okay. Du moment que vous êtes dans les... Sur l'esprit de tous les franco-sceptiques, qui malheureusement, et il y en a des très bien, des baby-boomers, mais malheureusement sont surreprésentés dans la génération du baby-boom, qui depuis Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, n'a pas arrêté de nous dire le discours que disait monsieur, à savoir la France n'est toute petite, la France ne peut rien, on est 1%, on peut rien, il faut se fondre dans l'Union européenne. C'est une mentalité de loser, une mentalité de perdant qui nous a emmenés dans une situation absolument catastrophique. Si on sort du marché européen de l'électricité, on paiera évidemment moins cher, on la produit moins cher. Si on est souverain de notre politique étrangère, on n'ira pas être
embêtés dans tous les conflits des États-Unis, dans tous les conflits de la Pologne, et tous les conflits de l'Europe de l'Est, parce qu'on a des intérêts qui sont absolument différents. Cette religion européiste, comme ça, elle a des résultats absolument piteux. Heureusement, les jeunes générations ne sont beaucoup moins sur ces opinions-là, et c'est pour ça que j'ai confiance dans notre pays, parce qu'on peut se relever, puisque les jeunes générations sont beaucoup plus patriotes que les plus anciennes, même s'il y en a il y a des personnes âgées qui sont extrêmement très bien et qui ont lutté pendant des personnes années. âgées en face de vous pour commencer à trépigner. En fait, vous l'avez improvisé, ce coup de cul de gueule contre Jacques. Les jeunes sont vieux et les vieux sont jeunes. En fait, c'est ça le résumé. Hein. C'est assez drôle comme front renversé. En fait, il a exercé un droit de réponse. Hein. D'une certaine manière, c'est une improvisation, c'est en direct. Non, mais je ne la contrôlais pas, mais c'était pas mal. Je l'approuve pas, mais je le comprends. En tous les cas, c'était brillamment répondu. Il y a du vrai là-dedans quand même. Allez, les coups de cœur. Michel Fize, coup de cœur. Alors moi, c'est une histoire que j'ai vue en septembre dernier, quand elle s'est produite. Donc j'ai choisi de vous parler de Maïden. Okay. Maïden, c'est un chien malinois, âgé de 9 ans, ancien chien de sécurité, abandonné par son maître après des années de bons et loyaux services. Et le pauvre animal vivait seul dans un terrain vague, sans abri, sans affection, sans soins. Donc, affligé par sa maigreur, des riverains ont alerté 2 associations de la protection animale, que je nomme parce qu'il y en a 2, donc Animaux sans toit et les Amis des bêtes, qui l'ont recueilli, remis sur pied. Et cet animal, quelques semaines plus tard, a été adopté et il vit aujourd'hui confortablement dans sa nouvelle famille. Ce qui prouve que les histoires heureuses existent aussi pour les animaux. Merci. Alors, j'ai jeté comme on a 40 secondes, j'ai jeté un œil sur votre bibliographie. Vous avez écrit sur les chiens. Ah oui, tout à fait. Vous avez un amour des chiens très grand, j'ai l'impression. Et des labradors en particulier, et Sable pour ne pas, évidemment, stigmatiser tous les autres. Mais oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Will, Merci et à bientôt. Merci, à bientôt. C'était un livre précurseur de Son odeur après la pluie. Ah, tout à fait, tout à fait. Hein, c'est un livre que j'ai écrit à la mort de mon labrador qui avait 10 ans et très jeune, qui a entraîné quelque chose qui m'a projeté aussi dans la défense des personnes endeuillées, parce que quand on vit la mort d'un animal, c'est un choc qu'on ne peut même pas imaginer quand on n'est pas passé par là. Entièrement d'accord. Bon, ok, je partage avec vous l'amour des chiens. Moi, c'est les bulldogs, mais c'est une autre question. Jacques-Georges, votre coup de cœur. Moi, je découvre Michel. Je dois dire que je ne le connaissais pas, mais je trouve que c'est un intellectuel qui a du cœur. Je suis entièrement d'accord. Ça me plaît beaucoup. Alors, moi, je ne vais pas vous parler d'animaux, mais je vais vous parler de Kolkhoz, le bouquin d'Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère. Alors, Emmanuel Carrère, moi, c'est une vieille... je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un vieil ami, parce que c'est un type que... Je lis ses bouquins depuis très longtemps. J'ai lu en particulier Le Royaume, qui est de 2014, qui est un livre extraordinaire. J'ai lu également... son Limonov. Limonov, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps aussi, mais il est mort maintenant. Il était contemporain de moi-même, mais il est mort déjà. Et Yoga qui est un problème, qui règle ses problèmes avec la psychologie, la dépression aussi. Qui est un problème familial. Apparemment. Familial. Alors, donc, Kolkhoz, je n'ai pas le temps de vous en parler dans le détail, mais je pourrais vous en parler parce que je l'ai lu 2 fois. Ce bouquin m'a passionné. J'espère qu'il sera élu comme au Goncourt, par exemple. Je trouve que c'est un bouquin intéressant parce que c'est un problème, c'est un roman de famille. Il raconte beaucoup. Il a commencé à le rédiger au moment de la mort de sa mère. En juillet, il y a 2 ans. Rappelons-le, secrétaire perpétuelle Hélène Carrère d'Ancos. Voilà. D'origine géorgienne. Qui s'appelle Zourabichvili. Exact. Qui s'appelait Zourabichvili. Elle était fille d'un collabo fusillé par les FFI en 45. Elle commençait très mal dans la vie. Et pourtant. Et c'est une ambitieuse. C'est une femme qui est pas du tout une géographie. C'est une femme qui avait beaucoup de qualités et beaucoup de défauts aussi. Donc, c'était une ambitieuse, une arriviste, mais en même temps, c'était une femme extrêmement rigoureuse, extrêmement honnête, comme lui. Parce que lui, c'est pareil, Emmanuel Carrère, j'aimerais prendre un pot avec lui, même un peu plus. Ça doit pouvoir s'arranger. Je pense que c'est un type très bien. Okay. Je pense que c'est un type d'une honnêteté absolument extraordinaire. Alors, je m'adresse à Emmanuel Carrère. Si cette émission vient à vos oreilles, vous avez un fan et vous êtes un invité ici.
Oh, bah, Et on vous mettrait avec Ça serait formidable. des fans et peut-être des moins fans, histoire de pouvoir bien débattre. Parce que c'est un intellectuel, mais c'est une gueule également. Oui, Physiquement, entièrement c'est d'accord. une gueule. Hein. C'est une gueule. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a du corps. C'est pas n'importe qui. Hein. Et c'est un fort faible et c'est un faible fort. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Parfait. Merci beaucoup pour ce coup de cœur en forme de déclaration parler d'amour. beaucoup plus longtemps. Hein. J'ai bien compris. Samuel Lafont, coup de cœur. Moi, j'ai un coup de cœur pour l'association des victimes de Crépol. Vous savez, c'est l'endroit où Thomas a été tué, avec des amis qui ont été aussi attaqués, parce qu'il y a eu plusieurs blessés au couteau quand des racailles sont arrivés dans ce bal populaire et ont commencé à mettre des coups de couteau. C'est près de Romans-sur-Isère, hein, C'est ça. Crépol. Et cette association, donc, elle fustige, elle s'attaque aujourd'hui à Patrick Cohen et à France Télévisions parce qu'elle dénonce le traitement médiatique qui a été fait de l'affaire par une partie des médias qui ont, je le rappelle, menti sur l'affaire, qui ont essayé de diminuer la responsabilité des assaillants, comme on le voit trop souvent dans ces agressions. Ça a duré pendant des décennies en France, où vous aviez l'agresseur qui était à moitié excusé, où il faut le comprendre, où ils n'ont pas fait exprès, où le coup de couteau s'est donné tout seul. Moi, je rappelle que Thomas, malheureusement, il n'est plus parmi nous, que d'autres victimes sont sans doute marquées à vie. Et je suis content que cette association de victimes, eh bien, elle aussi... Rappelez le nom de l'association ? J'ai juste le nom de l'association de victimes. D'accord. Et elle se présente comme ça, Association des victimes de Crépol. Et c'est fondamental, en fait, de poursuivre ce combat parce que nous, ce qu'on souhaite, évidemment, chez Reconquête, mais je sais que c'est le cas de très nombreux Français, c'est qu'on arrête avec tous ces meurtres, on arrête avec toutes ces agressions. La culture de l'excuse. La culture de l'excuse, mais au-delà de ça, c'est qu'il faut rétablir au plus vite la sécurité en France, et ça passera par la multiplication des voix. Vous savez qu'il y a Claire Géronimi récemment qui a pris la parole après son procès parce qu'elle a été violée par un immigré clandestin. Il faut qu'il y ait un maximum de Français qui prennent la parole pour forcer l'État, forcer les politiques à agir enfin dans son premier rôle régalien, c'est-à-dire assurer la sécurité sur notre sol. Évitez de mettre pas d'Inter au Panthéon. Ah. Ça, c'est après-demain, je crois. Hein. Bien. Allez, votre coup de cœur clôt l'affaire, Éric Richard. Coup de cœur pour Michel Dévoré. Okay. Vous savez qui est Michel Dévoré ? On en a malheureusement très peu entendu parler. C'est un Français qui vient d'être nommé pour le prochain prix Nobel. Ils sont à plusieurs sur le prix Nobel de physique. Oui, hier. Enfin. Sur des travaux sur la physique quantique assez complexes que je n'expliquerai pas en détail. On se demande pourquoi. Non, c'est la façon dont ce qui se passe à l'échelle quantique sur les électrons peut aussi avoir lieu à plus grande échelle, et notamment ça peut avoir des conséquences extrêmement fortes sur les ordinateurs quantiques et sur ce qui fera les nouvelles technologies dans la génération qui vient. Je peux vous apprendre quelque chose ? Allez-y. Le prix Nobel de physique, c'est ce dont on parle, c'est le prix Nobel où les Français ont eu le plus grand nombre de prix, devant la littérature, devant le prix Nobel de la paix. Hein, donc c'est une vraie spécialité française. Et justement, c'est une spécialité française. On est capable de former des personnes extrêmement compétentes en physique, mais aussi en maths. Il n'y a pas de prix Nobel, mais on a énormément de médailles. Non, mais il y a la Michel Field. La médaille Field, et pas la Michel. Exactement. Donc, on est un grand pays qui est capable de former des gens absolument en pointe sur énormément de sujets. Oui. Il faut le savoir et il faut faire en sorte qu'ils puissent travailler en France, qu'ils puissent développer les savoirs, les entreprises françaises, bien évidemment. Mais réfléchir en se disant, on n'est qu'1% de la population, du coup on ne peut rien. On est 1% de la population, mais combien de pourcents de prix Nobel ? Combien de pourcents de médailles Fields ? Combien de pourcents de fleurons industriels dans énormément de choses ? Le Bangladesh est énormément plus peuplé que nous. Bah, si on réfléchit en termes de pourcentage, ça serait une superpuissance aujourd'hui, donc c'est pas le cas. Donc croyons en nous, arrêtons le franco-scepticisme macronien omniprésent dans la classe politique aujourd'hui, et croyons en nous, bordel. En fait, vous avez fait un coup de gueule et deux coups de gueule et un coup de cœur sur le même sujet. La fierté d'être français. Absolument. Et la foi dans ce pays. Et la foi dans l'avenir, justement. C'est pas juste un musée, des belles ruines, etc. On est un pays d'avenir pour le XXIe siècle et même après. Écoutez, merci beaucoup. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission, de beaux intervenants avec, j'espère, autant d'énergie et de foi. À dans 15 jours donc. Au revoir.